Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Nous allons essayer de vous éclairer sur la thématique suivante, les matières premières des dispositifs médicaux, les attentes en ce qui concerne ce thème du nouveau règlement MDR concernant les dispositifs médicaux, et on va prendre un cas pratique appliqué à la perfusion. Alors, avant de démarrer la présentation, je tenais à vous dire que on prendra des questions au fil de l'eau du webinaire, mais on les traitera en fin de présentation. On va essayer de faire une présentation d'environ une demi-heure et si je ne suis pas trop bavard, de disposer d'un quart d'heure de questions-réponses. Alors, pour me présenter très rapidement, moi, je m'appelle Pascal Jean, je suis docteur en pharmacie et je suis, pour didactique, consultant technique et scientifique. Et donc, je vous ai mis mes coordonnées si vous aviez à nous contacter. OK? Alors, le plan de l'intervention est celui-ci. On va démarrer par une petite introduction, une brève, mais vraiment très brève présentation du règlement des dispositifs médicaux, hein. MDR, c'est Medical Device Regulation en anglais. Les 10 points, les quelques points sur l'annexe 1, et en particulier le point 10 qui traite du choix des substances constitutives des dispositifs médicaux, selon l'indication d'ailleurs des dispositifs médicaux. Ensuite, on traitera plus particulièrement des perturbateurs endocriniens. Vous savez que c'est un sujet très, très préoccupant, on le verra au niveau européen et au niveau international, et en particulier le bisphénol A, dont vous avez entendu parler dans le domaine, j'allais dire, général, mais qui touche aussi, bien évidemment, l'environnement des dispositifs médicaux. Donc, c'est un sujet qu'on a traité déjà en 2021, mais on a actualisé, hein, puisque vous verrez qu'il y a un peu d'actualité concernant cette substance perturbateur endocrinien. On essaiera de développer la prise en compte de ces éléments dans le développement de nouveaux dispositifs, hein, par exemple, un exemple sur la, la création d'un perfuseur didactique Made in France, puisque nous sommes rentrés dans le cadre de la RSE, dans entre guillemets, la réindustrialisation de perfuseurs en France. C'est un gros projet pour Didactique qui verra le jour en 2024. Et puis une conclusion avec quelques annexes et un dossier que vous pourrez consulter. Sur l'introduction, eh bien, il faut comprendre que le MDR, en particulier, la nouvelle réglementation MDR a vu le jour sous forme de deux règlements, hein. C'est le règlement 2017-745 du Parlement européen qui traite plus particulièrement des dispositifs médicaux, et on le connaît sous le vocable de MDR, et à la même période, le 5 avril 2017, a été validé aussi par le Parlement européen et le Conseil européen le règlement qui a lieu aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Je pense que vous faites bien la nuance entre les deux. S'il y avait besoin de précision, n'hésitez pas à poser la question. Alors, quels impacts concernant les substances matières premières utilisées? C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, le MDR, parce qu'on ne traitera pas du sujet des dispositifs médicaux de règlement de diagnostic in vitro, hein, on ne traitera que les DM. Ce règlement, il remplace les directives européennes DM implantables actifs, c'est-à-dire, vous savez, des dispositifs médicaux type pacemaker, par exemple, et puis les DM au sens large, règlement de 1993, qui sont maintenant abrogés, qui avaient été modifiés en 2007, mais qui maintenant sont remplacés par le règlement européen. Alors, l'une des principales raisons de l'implémentation de ces nouveaux règlements, c'est d'améliorer la santé, la sécurité, de renforcer l'approche réglementaire en vigueur, supervision des organismes, en particulier la supervision des organismes notifiés, les procédures d'évaluation de la conformité qui se sont très, très largement renforcées, les investigations cliniques, l'évaluation clinique, la vigilance et la surveillance du marché, et introduction de dispositions garantissant la transparence et la traçabilité des dispositifs médicaux. Autant dire que dans le landerneau des fabricants, c'est une vraie révolution, puisque ça demande de consolider très fortement ces équipes affaires réglementaires pour valider les nouveaux dossiers d'évaluation des dispositifs de marque HCE par les organismes notifiés, bien davantage contrôlés que par le passé.
Cela fait suite aussi aux difficultés rencontrées lors des difficultés rencontrées par la société PIP qui a mis sur le marché des dispositifs on ne peut moins, j'allais dire, critiquables en termes de sécurité sanitaire. La seconde raison pardon, de ces MDR réside dans un souci d'harmonisation internationale et de convergence à la réglementation à l'échelle internationale. Vous savez qu'il existe des groupes de travail, alors vous ne savez peut-être pas, des groupes de travaux internationaux entre l'Europe, les USA, pardon, le Japon, le bloc Chine, etc. Tout ça pour essayer d'avoir une harmonisation un jour qui soit unique. Et on voit déjà que sur la partie documentation technique, les règles de classification et l'évaluation de la conformité, que tout converge vers une harmonisation internationale. On verra aussi dans un autre domaine comme l'identification des dispositifs médicaux. Les Américains utilisent déjà l'identifiant unique des dispositifs médicaux. L'Europe prend le pas. On le fait sur les DM implantables actifs déjà. Et puis tous les autres dispositifs médicaux vont suivre. Sur le point 10 particulier de l'annexe 1 du règlement, donc vous voyez, c'est un gros règlement, hein, il y a de nombreuses pages. C'est un très très bon livre de chevet. On a des exigences sur l'annexe 1, ça correspond aux exigences générales en matière de sécurité et de performance. C'est ce que l'on appelait du temps des directives les exigences essentielles en termes de sécurité et de performance. Donc ce sont maintenant les exigences générales. Le but est de réduire les risques pour les utilisateurs dans le cadre de leur destination, les utilisateurs, mais aussi que ce soit pour les patients, la vocation est pour avoir des dispositifs médicaux sécuritaires pour le patient, mais aussi pour les utilisateurs et les professionnels de santé qui manipulent. Donc, si le but, c'est de réduire au maximum les risques en lien avec l'usage des dispositifs médicaux dans leur indication primaire et de les réduire autant que possible sans altérer pour autant le rapport bénéfice-risque. Parce qu'il est toujours facile de mettre des tas de sécurité sur des dispositifs, mais après, ils ne vont pas forcément rendre le service rendu attendu. Pour la conception et la fabrication, on ne va pas reprendre tous les éléments, mais il est important de faire attention à un certain nombre de particularités, comme le choix des matériaux, en particulier en lien avec leur toxicité, par exemple leur inflammabilité, le fait qu'il y ait des particules éventuellement, en plus, par exemple sur des dispositifs médicaux implantables qui pourraient s'altérer au cours du temps et dégager ou des produits toxiques ou des particules toxiques. Voilà, donc ça, c'est un point qui doit être abordé. Ils sont fabriqués et conditionnés de manière à réduire au maximum le risque lié aux contaminants et résidus pour les patients. Et puis, il y a quelque chose qui est important. Ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être utilisés en toute sécurité avec les matériaux et substances, dont les gaz avec lesquels ils entrent en contact au cours de leur utilisation prévue. Si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils sont conçus, fabriqués de manière à être compatibles avec les médicaments concernés, conformément aux dispositions et restrictions applicables. Donc, on a affaire là à tous les problèmes de compatibilité, par exemple contenant-contenu. Vous savez que très souvent, les dispositifs médicaux servent à véhiculer soit des gaz, hein, par exemple de l'oxygène, des médicaments par exemple, soit des solutés médicaments comme les glucoses, comme le chlorure de sodium, ou des médicaments en oncologie par exemple. Et on doit faire particulièrement attention aussi à l'aspect contenant-contenu. Hein. Donc ça, c'est un des points. Et puis, il y a une partie 4 concernant les substances. Là, c'est extrêmement renforcé, et c'est sur ce point que je voudrais insister. Les dispositifs sont conçus, fabriqués de manière à réduire autant que possible les risques liés aux substances et aux particules, y compris les débris d'usure, etc. Les dispositifs ou les parties dispositifs ou matériaux utilisés qui sont invasifs, donc ça concerne plutôt les DM implantables, sont destinés à réintroduire et ou prélever un médicament, des fluides ou d'autres substances, dont les gaz dans le corps, sont destinés à transporter, stocker des médicaments, des fluides corporels, par exemple le sang, ou d'autres substances destinées. Alors là, ce qui est couvert par là, c'est tous les dispositifs médicaux
par exemple, d'oxygénothérapie, respiratoire, tout ce qui est perfusion, accessoires de perfusion, etc., sont compris dans cette partie de l'annexe 1 sur les exigences générales du règlement européen. Alors, ces produits ne doivent pas contenir de substances à des concentrations supérieures à 0,1% en fraction massique. Donc ça, cette valeur, elle vient directement du règlement REACH. REACH, c'est le règlement sur les actifs chimiques qui est européen, qui est très, très efficace et très puissant et qui permet de contrôler l'intégralité des matières chimiques utilisées sur le territoire européen. Donc, on doit avoir des produits, en particulier les substances cancérogènes, mutagènes et ou reprotoxiques de catégorie 1A ou 1B. Donc là, ça va être le cas, par exemple, du DEHP qui est intégré à ce niveau-là, comme cancérogène, mutagène et reprotoxique. Et puis, les substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, tels qu'ils sont définis dans différents règlements européens. Donc clairement, le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux introduit la notion de perturbateur endocrinien. C'était relativement peu clair dans les directives, c'est clairement indiqué et affiché ici. Si on utilise ces substances, c'est le point 10.4.2, on doit justifier pourquoi on les utilise. Et s'il y a des produits, j'allais dire, de substitution possibles, il doit falloir justifier pourquoi on ne les utilise pas dans ces produits du fait de leur innocuité par rapport aux perturbateurs endocriniens ou aux substances CMR qu'on utilise. Donc, vous voyez que la réglementation sur ces actifs-là, chimiques, a été extrêmement réduite quant à leur utilisation et permet d'avancer sur le sujet. Perturbateur endocrinien, on va prendre ce cas-là en particulier. Hein. Une substance peut être cancérigène, mutagène, reprotoxique, mais peut être également perturbateur endocrinien. Là, on va gérer un cas particulier, c'est celui de bisphénol A, dont on a entendu parler, et depuis plus de 10 ans, hein, on parle de cette substance, avec plus ou moins, j'allais dire, pas mal de réglementations, plutôt le champ de l'ANSES, c'est-à-dire l'agence de sécurité, en particulier de sécurité de l'alimentation, etc., a bien avancé sur le sujet depuis très très longtemps. La communauté médicale, ou en tout cas réglementation sur les dispositifs médicaux, était un petit peu moins prégnante pour ces substances-là. Aujourd'hui, avec ces règlements, on voit que ça change complètement, et puis on entendra encore parler de ceci dans l'environnement de la santé. Alors, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène hein, qui altère les fonctions du système endocrinien en induisant de fait des effets indésirables sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou au niveau des sous-populations. Donc, si l'Europe prend ça très au sérieux, c'est parce que, en particulier, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de soucis d'interférence entre certaines molécules organiques de synthèse et l'impact soit sur l'environnement, soit, on verra après, soit sur la santé humaine. En Europe, des précisions ont été adoptées en septembre 2017 par la Commission européenne et défini des critères scientifiques pour la détermination des propriétés de l'environnement. Donc, je vous ai mis les références, vous pouvez vous y reporter. Bon, ce n'est pas des textes faciles à lire, mais ça vous donne de la documentation aussi. Comment les perturbateurs endocriniens agissent-ils? Ils peuvent interférer sur un système endocrinien, hein, c'est-à-dire le système endocrinien, c'est tout ce qui est les commandes, j'allais dire, de nos différents organes, le pilotage, le contrôle, et alors que ce soit au niveau hypophysaire, au niveau des surrénales, au niveau des organes génitaux, etc. Vous savez qu'on a un certain nombre d'hormones circulantes dans notre circulation et il peut y avoir des interférences. Alors, soit le perturbateur endocrinien exogène, j'allais dire, limite l'action des hormones naturelles, donc ça crée une perturbation, telles les oestrogènes ou la testostérone. Ils peuvent bloquer les récepteurs des cellules recevant les hormones, c'est-à-dire que les hormones, vous savez très souvent, sont sécrétées par ce qu'on appelle les glandes hein, au niveau de l'organe. Ces hormones, elles servent
réguler ou à faire de la synthèse d'insuline ou de choses comme ça, ou d'autres, de testostérone ou d'œstrogène. Et en fait, les récepteurs peuvent être bloqués par les perturbateurs endocriniens. Ou alors en agissant sur la synthèse, le transport, le métabolisme et l'expression des hormones. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs systèmes de fonctionnement, mais c'est en général les trois actions reconnues des perturbateurs endocriniens. Alors, en parallèle de toutes ces réglementations, hein, dispositifs médicaux, environnement, etc., on a un gouvernement REACH qui définit les différentes catégories de substances présentant des problématiques en termes de santé et d'environnement. On fait bien attention dans REACH, il n'y a pas que l'environnement au sens large, mais il y a aussi la santé humaine ou la santé animale. Tout ceci est piloté par l'ECHA. L'ECHA, c'est European Chemical Agency, c'est l'agence des actifs chimiques européens. Et on a des substances qui vont être classées par des annexes, soit soumises à restriction dans le cadre de REACH. Donc, une substance peut être autorisée parce qu'on ne peut pas toujours s'en passer pour différentes indications. Donc, sur l'annexe 17, on peut avoir j'allais dire, une exonération de la non-utilisation ou une dérogation. Une liste des substances fait l'objet d'une autorisation. Donc, pour être utilisées, ces substances en Europe, elles doivent être autorisées spécifiquement aussi, par exemple, pour un champ d'application ou pas, sinon elles sont interdites. Et puis, il y a la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation. C'est des substances qui sont en cours d'expertise par les autorités européennes ou par la communauté scientifique, afin soit d'être non incluses ou incluses dans l'annexe 14 qui nécessitera une autorisation. Donc là, on voit bien que les motifs de l'inclusion dans cette annexe 14, bah, c'est les produits carcinologiques, mutagènes, les toxiques pour la reproduction, il y a quelques produits aussi, substances persistantes, bioaccumulables, dans la toxicité, les substances très perturbantes, très persistantes et très bioaccumulables. Les endocriniens disrupting properties, c'est-à-dire les propriétés perturbant le système endocrinien, mais pour l'environnement, et puis les propriétés perturbant le système endocrinien pour la santé humaine. Après, il y a de l'irritation respiratoire, etc. On ne va pas faire l'inventaire à l'après-vert, mais vous voyez que les perturbateurs endocriniens se situent ici et sont clairement dans le cadre des motifs de l'inclusion de ces substances sur l'annexe 14 avec des restrictions d'utilisation. C'est important de comprendre ça, comment ça fonctionne. Alors là, c'est des petits schémas de principe d'utilisation justement sur les trois procédés des, euh, des, euh, des perturbateurs endocriniens sur le métabolisme. Donc ça, c'est important. Je ne vais pas rentrer dans chaque détail. C'est les caractéristiques des agents chimiques perturbateurs endocriniens. Alors pour vous donner une petite idée, très souvent, quand un perturbateur endocrinien comme le bisphénol A vient se positionner sur un récepteur, c'est souvent parce qu'il a une forme ou une configuration spatiale qui est très proche par exemple, dans ce cas-là, d'une hormone de l'estradiol. Hein, donc, le perturbateur, il va venir se poser sur les récepteurs normalement destinés à l'estradiol, et donc il va perturber le mécanisme de sécrétion de cette hormone, de cette hormone organique. Donc, vous voyez, de toute façon, ce sont des mesures. Estradiol est une molécule organique naturelle, mais le bisphénol A est une molécule organique de synthèse. Donc, vous voyez, on a là, par exemple, pour ceux qui font de la chimie, on a des cycles phénoliques qui sont très proches et qui font semblant d'être la même chose que l'hormone. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'Union européenne a pris des mesures drastiques pour protéger les citoyens et l'environnement, en particulier les pesticides, les biocides, les dispositifs médicaux aussi. On avait des régulations qui étaient très, très déjà difficiles pour les denrées alimentaires. Vous savez qu'en France, on n'a plus le droit de mettre du bisphénol A dans les conditionnements de produits alimentaires depuis 2017 à peu près. C'est le pays qui a été le plus drastique, hein, la France, pour ça. Et donc, aujourd'hui, c'est interdit d'utiliser du BPA dans les conditionnements alimentaires. Désormais, le règlement européen MDR intègre également clairement les exigences de choix des matériaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est de la reprise. Hein.
Donc, c'est exactement la même chose. Quand on utilise ces substances, elles ne doivent pas être à plus d'une concentration de 0,1% en fraction massique, lorsque cela est justifié uniquement. Exposition potentielle du patient ou de l'utilisateur de la substance, une analyse des substances, matériaux, conception de substitution, pourquoi ces substances sont utilisées, ce qu'on disait tout à l'heure, et il va falloir le justifier dans les dossiers techniques qui seront soumis aux organismes notifiés. Donc, raison pour laquelle il faut s'en intéresser en tant que fabricant. Pour les deux substances que vous connaissez bien dans le monde médical, le bisphénol A et le DEHP, qui ont des propriétés de perturbateurs endocrines disruptines, ça, ce sont les enregistrements et les textes qui sous-tendent leur inclusion. Elles sont déjà inscrites sur la liste des substances candidates à la liste des substances soumises à l'autorisation. Il y a encore des expertises qui sont faites en France. Depuis 2015, il est interdit en France le TDM pour la perfusion utilisée en pédiatrie. Ce n'est pas encore le cas pour le bisphénol A, mais avec le MDR, on pense très sincèrement qu'il va falloir supprimer cette substance des dispositifs médicaux. Alors, le BPA, on le retrouve dans plein de domaines, hein. Vous avez l'automobile, par exemple, vos optiques de phare sont en polycarbonate. Et le polycarbonate, c'est un composant de base des polycarbonates, le bisphénol A. Et vous retrouvez du polycarbonate dans énormément de choses, en optique, en loisirs. À l'époque, vous savez, les récipients qui contenaient des liquides alimentaires, où maintenant ils sont plus en polycarbonate, c'est interdit. On retrouve en électricité, en électroménager, en construction, mais aussi par exemple dans les domaines médicaux, dans les robinets de perfusion, les rampes de perfusion, les coques de dialyseurs pour certains fabricants. Certains ont déjà changé de matériaux, hein, pour aller sur des matériaux sans polycarbonate et sans bisphénol A. Les couvercles d'incubateurs en pédiatrie, les coques de masque respiratoire. Donc ça a bien changé, hein. C'est encore très présent dans plein de dispositifs médicaux, plein de produits du domaine général, mais c'est en train de bouger aussi, et je pense qu'un jour, on fera encore moins de concessions à ces produits-là. De nombreuses études ont montré qu'il était possible de substituer le BPA. Il y a un très gros rapport de l'ANSES qui date de 2013. Vous voyez que ce n'est pas nouveau. Nous sommes en 2023, il y a plus de 10 ans. Et il y a déjà un certain nombre de fabricants qui ont devancé la mise en application du règlement en substituant les polycarbonates de leur dispositif. On retrouve ça sur des coques justement de dialyseurs qui étaient en polycarbonate, qui ne sont plus en polycarbonate. Et aujourd'hui, par exemple, en perfusion, pour ce qui nous concerne, on n'a plus du tout de polycarbonate dans nos dispositifs de perfusion. Depuis 15 ans, on travaille sur ce chantier, hein. On a commencé par le DEHP, hein. C'est effectif depuis 10 ans, mais ça, comme la plupart des fournisseurs de perfusion. Et puis la phase 2 a permis de supprimer le polycarbonate des dispositifs de perfusion, grâce à une collaboration entre 3 partenaires: un fabricant de matières premières américain, Eastman, un fabricant allemand d'injection, et puis nous-mêmes qui assemblons ces dispositifs médicaux. La gamme de perfusion didactique, désormais, elle est sans DEHP, sans BPA, et le programme vient de se terminer avec des nouveaux robinets qu'on avait en polycarbonate jusqu'à maintenant, et qui, depuis 2 mois à peu près, sont sur le marché sans polycarbonate, et on utilise un matériau qui est le Tritan, qui est un copolymère, mais qui n'a pas de monomère de bisphénol A. Donc, c'était une collaboration active, hein. Moi, je travaille depuis ce sujet depuis 13 ans à peu près, hein. J'ai des articles aux États-Unis avec Didactic Cité comme étant une des premières compagnies à utiliser ces produits en perfusion. Et aujourd'hui, on a une gamme complète. La conclusion, c'est une évaluation de la réglementation européenne, aussi bien pour les actifs chimiques que pour les DM, qui impose aux fabricants d'avoir un suivi régulier de la réglementation, et ça avec beaucoup d'acuité. Donc, il faut vraiment devancer la pression réglementaire qui arrive parce qu'elle vous rattrape plus vite. Donc, il faut parfois devancer. Même si au départ, les secteurs de la santé, je dirais, étaient plutôt un peu en retard sur ces prérogatives. Elles permettent d'améliorer la gestion des risques sanitaires, hein, auprès des populations, en particulier des patients et des soignants,
et s'intègre parfaitement dans les exigences en termes de développement durable et du RSE. Nous, clairement, la responsabilité en pédiatrie, en néonat ou en obstétrique, d'utiliser de la perfusion avec des perturbateurs endocriniens nous paraît pas tenable. Donc, raison pour laquelle aussi, en termes de responsabilité sociétale et environnementale, on a pris cette décision et on a investi sur ce programme-là depuis plus de 10 ans. Pour une maîtrise encore plus forte, on a décidé d'aller encore un peu plus loin et d'intégrer la production de la majeure partie des dispositifs médicaux de perfusion en France. Ce programme, il est bien avancé, hein, dans les constructions, dans les mises au point, et on devrait pouvoir permettre de produire en France, en Normandie, du site duquel je vous parle, avec des perfuseurs made in France en 2024. Donc ça, c'est important. Il y a un dossier technico-réglementaire qui a ce format-là, qui est disponible auprès de nous, hein, vous pouvez nous le demander. On a aussi, pour votre information, il y a une mise à jour en 11 juillet 2019, parce que vous comprenez bien qu'il y a des intérêts économiques intéressants pour les fabricants de polycarbonate en particulier. Et il y a un syndicat européen des fabricants de matières premières polycarbonate, hein, représenté par Plastic Europe, qui est très connu, hein, qui a fait un recours à la décision de l'Agence européenne des actifs qui reconnaissait le BPA comme perturbateur endocrinien pour l'environnement et pour l'homme. Euh, donc, il y a eu un recours de Plastic Europe et la Commission européenne a débouté en juillet 2019 j'allais dire, le recours de Plastic Europe. Donc, ce qui fait que la réglementation européenne reste complètement active dans ce domaine. Pour, pour toutes ces raisons, Didactic a engagé une démarche de substitution du BPA sur ces dispositifs médicaux de perfusion, perfusion à une voie, les perfusions anesthésie, les prolongateurs, les robinets sans bisphénol A. On a une gamme désormais complète. Vous trouverez des annexes informatives, hein, aussi qui vous en disent un peu plus. Quelques exemples de perturbateurs endocriniens, le bisphénol A, les pesticides, les phtalates, les parabènes, etc., les formaldéhydes. Donc, vous voyez, dans le domaine de la cosmétique et aussi de la grande distribution, hein, il n'y a plus de tickets avec du bisphénol A dans la grande distribution, puis il y a bientôt plus de tickets du tout, ce qui fait que ça, c'est encore plus simple. Et puis là, on a quelques exemples de perturbateurs endocriniens pour vous. Ça, c'est des documents trouvés, enfin, qui figurent, hein, sur le site officiel du gouvernement français. Donc, nos sources sont tout à fait sérieuses. Donc, première stratégie, il y a une première stratégie qui s'appelle SNPE en France en 2014, avec recherche, validation, surveillance, expertise, etc., réglementation, formation et puis lobbying auprès de la communauté européenne pour inscrire ces substances comme perturbateurs endocriniens, parce que c'est plutôt la France, le Danemark, la Suède et parfois l'Angleterre qui poussent énormément en termes de sécurité sanitaire. L'Angleterre étant, UK étant sortie de l'Europe, maintenant c'est Suède, Norvège, Danemark, France qui poussent énormément sur ces réglementations. Et l'Allemagne nous rejoint maintenant. Et puis, deuxième objectif, c'est de se rapprocher de plus en plus d'une vision de la santé au sens large, c'est-à-dire une seule santé. On appelle ça One Health. C'est l'approche qui veut concevoir un écosystème indissociable de la santé humaine et animale. C'est-à-dire que les substances qu'on répand dans l'environnement, on se rend compte qu'elles ont à terme une activité néfaste sur l'homme ou les animaux. Donc, on est parti dans une approche One Health qui va être encore plus problématique. Merci pour votre attention. Je crois ne pas avoir dépassé le temps de la présentation. C'est une présentation un peu dense, j'imagine. Elle vous sera retransmise, hein, sans aucun souci. Et ce que l'on vous propose maintenant, c'est d'aborder quelques questions donc, je vais arrêter le partage pour arriver en plein écran. Donc, sur ce principe, on va pouvoir regarder si vous avez quelques questions. N'hésitez pas, hein, à nous poser des questions. Alors, on en a déjà, j'en ai déjà reçu. Est-ce qu'on a la première question qui nous a été posée?
sur le module QR, c'était est-ce que cette partie est contraignante, cette partie, en fait, cette réglementation est contraignante pour les fabricants et sous quel délai? Alors aujourd'hui, vous savez que le règlement MDR, il s'applique de droit pour tout nouveau produit mis sur le marché. Pour tous les anciens produits, on a eu, il y a déjà des fabricants qui produisent sous leur marquage CE règlement européen. D'autres sont en cours de passage sur le MDR pour leur dossier de marquage CE. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tout nouveau dispositif médical est évalué selon le règlement européen. Pour les anciens dispositifs médicaux, il y a une période, j'allais dire, probatoire qui permet aux fabricants le règlement avec le Covid a été repoussé de 2021 à 2022, puis 2023. Et là, aujourd'hui, il existe des dérogations d'usage au moins jusqu'en juin 2024, voire un peu plus loin pour certaines classes de dispositifs médicaux. La raison est la suivante, c'est que l'Europe veut avancer très vite sur ce sujet, transcription des directives en règlement, mais que l'Europe j'allais dire, s'est retrouvée face à une situation extrêmement difficile, à savoir moins d'organismes notifiés, candidats, à évaluer les dossiers de marquage CE, parce que davantage de responsabilités. Donc, je crois qu'on a diminué par 2 le nombre d'organismes notifiés qui évaluent les dossiers des fabricants. Et puis, par ailleurs, un nombre de produits, mais incalculable, quand on compare par rapport au domaine à l'environnement des médicaments, c'est 3, 4 fois plus que ça, même c'est une dizaine de fois plus. Il y avait beaucoup plus de dispositifs médicaux et de modèles, etc., que de médicaments, hein. Donc, c'est beaucoup plus complexe de pouvoir transférer l'évaluation des directives vers le règlement qui est beaucoup, beaucoup plus contraignant et qui oblige les fabricants à faire des dossiers beaucoup plus importants et aux évaluateurs de rentrer beaucoup plus dans le détail de l'évaluation des dossiers, en particulier sur ces facteurs-là. Donc le délai, bah, ça va être au fil de l'eau. Mais pour votre information, nous, on est dans le cadre de la transcription directive MDR et évidemment, on présente des dossiers qui intègrent déjà ces notions de choix des substances dans les dispositifs médicaux. Une seconde question, je vérifie sur mon écran, une seconde question, oui, qui est reprise là. Euh, Est-ce que cela ne concerne que l'Europe, cette réglementation sur les perturbateurs endocriniens? Eh bien, écoutez, pas du tout. Pour savoir que c'est vraiment une préoccupation de l'Organisation mondiale de la santé. Hein, ça figure dans leurs objectifs aussi. Et on a alors bien sûr, nos amis anglais qui ont une nouvelle procédure d'évaluation, mais qui se sont dissociés de l'Europe, bah, intègrent aussi les perturbateurs endocriniens. Et puis, outre-Atlantique, au Japon, etc., c'est quelque chose qui est pris en compte par toutes les autorités sanitaires et toutes les autorités d'évaluation, des dispositifs médicaux en particulier. Et puis, bien sûr, l'aspect conditionnement alimentaire, etc. On essaye d'éliminer au maximum ces substances, parce qu'on se retrouve, vous n'êtes pas sans suivre l'actualité environnementale, on retrouve des particules, des plastiques, des perturbateurs endocriniens, pratiquement dans tout l'environnement, et pratiquement toutes les espèces animales, si on fait des prélèvements et des recherches, contiennent maintenant des traces de médicaments, des traces de perturbateurs endocriniens, etc. Donc, si on ne veut pas laisser une planète trop, trop délétère à nos futures générations, je pense qu'on a aussi intérêt à s'en préoccuper. En ce qui, est-ce que la vision One Health a été intégrée dans le nouveau règlement MDR? Ben, en quelque sorte, puisque clairement, par exemple, le fait d'avoir que l'ECHA, l'Agence européenne des substances actives, ait reconnu le bisphénol A comme perturbateur endocrinien et pour l'environnement et pour l'homme, fait que c'est impacté obligatoirement maintenant et pris en compte dans le nouveau règlement européen MDR. Alors, il faudra le temps sans doute que les organismes notifiés intègrent cette donnée, mais elle est clairement écrite dans le règlement MDR. Donc, la responsabilité des entreprises aussi dans la notion One Health, environnement et santé humaine, elle est bien sûr prise en compte. Une question suivante est quel a été l'accueil de ces changements par les établissements de santé? Est-ce qu'ils ont été pris en compte? Alors,
pour être tout à fait sincère, même au sein d'une société comme Didactique, c'est des choix importants en termes de développement, c'est des décisions stratégiques, hein, aussi en termes d'investissement économique aussi. Hein, euh, on a des sociétés, des collaborateurs qui doivent vivre, hein, et c'est normal. Donc, quand on prend des décisions de s'orienter sur ce genre de schéma depuis 10 ans, c'est-à-dire de supprimer les perturbateurs endocriniens, clairement, c'est un parti pris. C'est aussi un risque si le marché ne répond pas, si la réglementation ne suit pas, et c'est aussi un risque si les utilisateurs ou les marchés, le marché, entre guillemets, n'est pas demandeur de ces choses-là. Or, parfois, il faut faire de la pédagogie avant de faire prendre en compte ces éléments-là dans, par exemple, je pense aux dossiers d'appel d'offres, que ce soit des centrales d'achat public ou des centrales de référencement privé ou des centrales d'achat privées. Clairement, il faut un temps d'adaptation. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a déjà euh, quelques exemples de marchés publics qui prennent en compte des lots, par exemple, de perfuseurs sans bisphénol A. Et puis, dans le secteur privé aussi, il y a une ou deux centrales de référencement qui ont intégré ces notions dans le choix des produits et dans la gestion des risques pour les patients. Tous les grands acheteurs ont une responsabilité aussi dans la sélection des produits et aussi dans le choix des produits. Et il faut en avoir conscience. Alors, il est clair que le parti pris qu'on a pris depuis 10 ans, ben, en fait, je pense qu'on a bien fait, mais ce n'était pas gagné au départ. Donc, voilà. Pour faire simple, je regarde s'il y a d'autres questions. Aujourd'hui, je pense que bon, vous n'êtes pas non plus extrêmement nombreux, hein, c'est un sujet important, mais c'est c'est quelque chose qui est indiqué. Et euh, voilà, donc bah, écoutez, pour moi, je pense que j'en ai fini. Alors, il y a une question. euh, alors, je lis la question telle qu'elle est, hein. Je ne cite pas le nom pour garder l'anonymat, mais puisque vous parlez d'appel d'offres, pensez-vous que des lots made in France seraient pertinents au vu de la volonté gouvernementale d'une souveraineté de la France dans le domaine de la santé? Alors, clairement, je pense que aujourd'hui, il y a une vraie une vraie volonté de l'État français pour recouvrer la souveraineté suite aux expériences Covid. C'est aussi bien j'allais dire, une vision parlementaire que sénatoriale, que présidentielle, hein, clairement. On a un président de la République qui est assez efficace là-dedans. Pour votre information, par exemple, à titre d'exemple, Didactique est rentré dans euh, le programme de réindustrialisation pour la France. Je suis désolé, j'ai un trou d'air sur le nom, mais c'est pas grave. Donc, on a été lauréat du programme France Relance. Voilà, j'ai retrouvé le terme. Désolé pour cet oubli. France Relance, géré par le ministère de l'Industrie. Hein. Et aujourd'hui, clairement, on pense que pour avoir interpellé pas mal d'acheteurs, il semble extrêmement difficile de mettre Made in France, puisque on est sur des appels d'offres européens et que ce serait considéré comme du protectionnisme. Donc, par contre, il y aura sans doute des possibilités nous l'espérons, hein, parce que c'est un deuxième pari, ça, c'est de produire en France. On espère très sincèrement que l'aspect souveraineté, alors si elle n'est pas française, qu'elle soit européenne, en tout cas, nous, le programme de réindustrialisation qu'on est en train de mener et qu'on souhaite finaliser en 2024, c'est clairement avec des matières premières Europe, des machines européennes, et puis, pour votre information, par exemple, dans notre bassin de population, on sera là pour recruter, on est en cours de recrutement d'une quarantaine de collaborateurs chez Didactique et puis d'une dizaine chez notre sous-traitant d'injection et puis plus tous les emplois induits et ça fait partie aussi de notre responsabilité sociétale et environnementale. Donc nous, on est clairement, très clairement, ça paraît très difficile euh, que euh, déjà que l'Europe puisse accepter du Made in Germany, Made in France, etc. Bon, nos amis allemands ne se gênent pas pour la Deutsche qualité, hein. Mais je pense qu'on a des produits aussi de bonne qualité, mais ce sera plus ouvert et je pense que les juristes
des centrales de référencement, des centrales d'achat, etc., sont très, très vigilantes à respecter le code des marchés publics européens, hein, puisque maintenant, les codes des marchés sont européens. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à cette question, mais sinon, on y répondra aussi par, par mail. Ok. Y a-t-il une autre question? Ok, bon, je pense que vous êtes satisfait de la réponse à lire votre message, donc parfait. Euh, enfin, nous militons vraiment en termes de responsabilité. Alors, environnement, bah, c'est sur les choix des substances et des perturbateurs endocriniens, par exemple. Agir dans ce sens-là. On agit aussi chez nous avec d'autres procédés en termes de RSE, mais aussi on pense que de fabriquer à proximité et on a vu les difficultés qu'on a rencontrées pendant le Covid, parce que ce soit les acteurs hospitaliers, les acteurs de la santé ou les fabricants, on a vécu une période effroyable en termes d'approvisionnement, en termes et les ruptures de stock dans les pharmacies à usage interne, par exemple, ont été dithyrambiques, hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul CHU ou un seul hôpital qui n'ait pas passé un poste à temps plein à gérer les ruptures de stock. Donc, c'est quelque chose d'important. On va arriver dans 2 minutes à à la fin de notre intervention. Si vous le souhaitez, il est possible de prendre une dernière question très rapidement et j'essaierai d'avoir une réponse succincte. Sinon, bah, écoutez, un grand merci pour votre participation. Je pense avoir répondu aux quelques questions qui ont été posées. La présentation vous sera adressée de toute façon. Et puis en plus, on la mettra en ligne sur notre site internet sous forme de YouTube. OK. Et si vous le souhaitiez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a un document technico-scientifique sur les substances, sur les perturbateurs endocriniens, etc., qui est à jour, intégralement à jour. D'accord? Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que nous sommes dans les temps. C'est toujours un peu difficile de respecter. Et on va un peu vite parfois sur certains slides, mais c'était pour vous donner, vous le lirez peut-être à tête reposée. Et puis s'il y avait des questions, vous avez sur la présentation de la première page mon adresse mail et mon numéro de portable. Vous n'hésitez pas. Et puis il y a un formulaire de contact sur notre site internet. Vous n'hésitez pas à l'utiliser à satiété pour qu'on puisse vous compléter cette intervention. Merci beaucoup. Il est 18h44, je crois, ou 42. Il reste 3 minutes. Une dernière question, ou bien, écoutez, passez une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.